Bonjour à tous. Merci de vous être joints à nous pendant votre heure du midi. Je me présente, je suis Francis Desrochers, cofondateur président chez Hello Darwin. J'ai la chance, l'honneur et le privilège, rien de moins, d'être accompagné par deux de mes super collègues, Florence Chenel, qui est notre expert politique. Salut Florence. Salut. Et Vincent Desrochers, notre expert en subvention. Bonjour Vincent. Salut, le plaisir et le privilège est complètement partagé. Merveilleux. C'est survoltant. Donc, aujourd'hui, on a un agenda assez serré. Vous êtes énormément sur l'appel, je crois. Il faudrait que je demande à la régie, mais je crois que c'est un record pour Hello Darwin. On avait plus de 1000 inscriptions pour ce webinaire-ci. Personnellement, ça m'étonne toujours, ou en tout cas, ça me ravit de voir l'engouement pour les incitatifs, les subventions. Ça fait un peu plus de 2 ans maintenant qu'on fait ce genre d'événements ou de contenu-là. Puis on a vraiment vu l'intérêt des PME et des entreprises. Là, aujourd'hui, on est en français au Québec, évidemment, mais demain, on l'a aussi en Ontario, en anglais. Pour moi, ça me dit que les incitatifs deviennent vraiment une priorité et non un side project comptable. Puis on est très content de ça. On va évidemment parler en rétrospective de l'annonce du budget fédéral qui a été dévoilé pour la première fois hier en fin de journée. Fait qu'on a eu une courte nuit depuis. On a épluché Travaillé fort. Exact. Mais je suis très content qu'on soit super rapide à en parler. On a beaucoup de concret. Fait que si c'est votre première fois dans un webinaire avec Hello Darwin, sachez que le format se veut le plus interactif possible. Il y a une section dans la discussion qui Q&A, ou en tout cas, je ne sais pas exactement c'est quoi en français, mais où est-ce que vous pouvez poser des questions. Je vais m'assurer d'être l'animateur et donc de poser des questions à vous deux au fur et à mesure, ou en tout cas au moment opportun. On a aussi notre équipe à la régie qui peut vous répondre s'il y a des choses qui sont plus spécifiques à vous puis qu'on juge qu'il serait peut-être mieux de discuter en one-to-one. On va vous parler de Hello Darwin, de comment est-ce qu'on aide les entreprises, mais on veut vraiment que ça soit le plus éducatif et informationnel possible. Voilà, est-ce que j'oublie quelque chose? On débute? On peut y aller, on est bon. On y va. Parfait, merci. Excellent. Fait que dans l'ordre du jour aujourd'hui, on va rapidement faire un survol sur Hello Darwin, notre mission, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour les entreprises. Évidemment, on va faire quand même un aparté politique, ou du moins sur la situation gouvernementale qui est attribuée au budget, puis qu'est-ce qu'on voit dans les grandes directions au niveau du fédéral 2025-2026. Les nouvelles enveloppes, les priorités. Et évidemment, on va parler de subventions. On a des subventions qu'on connaît, qui ont été clairement identifiées comme allant être renouvelées, bonifiées, mais aussi d'autres initiatives qu'on va mettre de l'avant. Encore une fois, le but, c'est d'être le plus concret possible. Puis comme je vous dis, s'il y a des questions au fur et à mesure, faites-nous signe dans la section Q&A. Qui sommes-nous? Hello Darwin, on est une entreprise qui vient supporter d'autres entreprises dans tout ce qui touche à l'identification puis l'obtention de subventions. Fait qu'une entreprise qui souhaite aller à l'international, qui va d'ailleurs être très bien servie avec ce budget-ci, ou une entreprise qui veut faire une transition énergétique ou intégrer de la nouvelle technologie au sein de son organisation, il existe des programmes pour ça. Puis nous, on se spécialise à trouver les bons et à accompagner nos clients dans tout ce qui est la rédaction, le montage et l'obtention de ces fonds-là. On y arrive de 2 manières. La première, qui est notre service fort, si vous voulez. C'est vraiment un service personnalisé, 360, un service conseil avec notre équipe, dont Vincent et Florence font partie, qui vient vraiment de manière très clé en main, s'assurer de tout ce qui est l'identification jusqu'au montage, jusqu'à l'obtention des fonds avec un service conseil. Notre deuxième manière d'y arriver, c'est via tous les apprentissages qu'on a fait en livrant un service humain à nos clients. On a développé au fur et à mesure des années une technologie parce que nous, nos propres outils internes pour servir nos clients sont déployés pour les clients dans une manière sous forme d'une plateforme technologique où est-ce que les clients peuvent entrer leurs critères d'entreprise, trouver c'est quoi les bons programmes qui seraient applicables, voir les étapes pour y arriver, tout ça, mais c'est d'une manière par elle-même. Donc, si vous, pendant la présentation d'aujourd'hui ou tout de suite après, vous voulez aller voir l'application, c'est super disponible sur notre site. Et plus tard dans la conversation, si vous sentez que vos besoins sont peut-être plus élaborés, plus précis, on a une entreprise qui est peut-être qui a des besoins particuliers, ça va vraiment valoir la peine, je crois, de parler à notre équipe. Vous allez recevoir toutes les informations après la diffusion d'aujourd'hui à propos de ça. Puis comme tu le mentionnes, il y a beaucoup d'annonces qui arrivent à différents moments de l'année. Là, on va en avoir
avoir quelques-unes des subventions qui sont confirmées aujourd'hui, mais il y en a d'autres que c'est des fonds ou des initiatives justement qui vont arriver bientôt. Donc, il va y avoir des nouveautés qu'il faut rester à l'affût. Puis les subventions, c'est beaucoup des fenêtres d'application pour soumettre vos demandes. Donc, tu sais, quand tu parles de la plateforme technologique, ben, une bonne façon de l'utiliser juste pour commencer, c'est juste de demander des alertes quand il y a des subventions pour l'exportation, quand il y a des subventions pour refaire son site web ou acheter une nouvelle machine. Tu sais, je pense une bonne façon, au moins si on n'a jamais fait de subvention, de juste s'initier à ça pour savoir qu'est-ce qui est disponible, d'aller sur la plateforme puis de voir justement, tu sais, d'avoir des alertes quand les programmes rouvrent, ça va certainement être pertinent. Là. Très bon point. Je pense que déjà de se présenter aujourd'hui, à mon sens, c'est la première étape parce qu'on va quand même donner des nouvelles, tout ça. Si on va aller plus loin, il y a la plateforme. Puis si on veut vraiment être à un courriel près de parler à Florence, ben là, c'est notre service conseil qui est un peu plus personnalisé. All right. Analyse du budget. Parlons budget, my God. Ça a été toute une soirée hier soir quand même. J'aimerais commencer par contre par un petit jeu. Je voudrais qu'on regarde côte à côte la première page du budget de l'année passée puis de cette année parce que les budgets, en fait, c'est du gouvernement du Canada. C'est pas juste une grosse page Excel, là. C'est comme un livre. Une belle brique de 1000 pages, très plaisante à lire sur la table de chevet. Ça fait un bon passe-porte. Mais on peut pas juger le livre par sa couverture, mais un peu. Donc, si on regarde, mettons, l'année passée, le dernier budget sous l'ère Trudeau, donc de Chrystia Freeland, qu'est-ce que vous voyez là-dessus? Je vois des familles, je vois une fille et ses grands-parents qui jouent au mini-hockey, des chiens, des familles heureuses de tout genre. Clairement, un positionnement communautaire, humain, service, oui, côté d'ailleurs, social. Ouais. Absolument. Et d'ailleurs, la mesure phare de ce budget-là, c'était la création de ce fameux régime canadien d'assurance dentaire. Et si on regarde juste à côté, cette année, petit changement. Qu'est-ce qu'on voit? Un Canada fort. Plus sur la fortitude, on voit qu'une image vaut 1000 mots quand même. Ouais. Je comprends, puis j'aime beaucoup la comparaison que tu fais. C'est sûr que, puis tu sais, on est dans de l'infrastructure, on est dans l'économie, c'est beaucoup ça qui se reflète. Je pense qu'évidemment, la couverture a été bien choisie pour refléter ça. Il y a beaucoup tout ce qui est avec nos voisins du Sud, évidemment. Fait que l'exportation, la diversification, le commerce... Oui. Mais parlons en fait justement du contexte dans lequel ce budget-là s'inscrit. D'abord, effectivement, on peut passer à la prochaine diapositive. Bon, tension commerciale avec les États-Unis. On s'entend, tension commerciale, on peut aussi dire instabilité des relations avec les États-Unis. On se réveille un matin, on a des tarifs, on se couche le soir, il n'y en a plus. À 3 heures du matin, on a une alarme qui nous dit qu'ils ont doublé. C'est un peu ça. C'est au vent de est-ce que l'intolérance alimentaire, l'intolérance au lactose de Donald Trump flare up. Puis là, tarif. C'est l'annonce qu'il a vue à la télé aujourd'hui. Oui, c'est ça. Y a-tu vu l'annonce de Doug Ford ou pas? Et donc, mais qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait qu'on doit renforcer notre commerce local, la compétitivité de nos entreprises, le développement des nouveaux marchés d'exportation, parce qu'on se rend compte que cette dépendance-là au libre-échange américain, elle est problématique lorsque ce libre-échange-là, il est mis à mal. Donc, on se dirige où? Bon, évidemment, on sort de 2 années de déficit, 50 milliards et non millions en 2023-2024. 43 milliards en 2024-2025. On aimerait ça un déficit de 50 millions, non? On aimerait ça un déficit de 50 millions, effectivement, mais c'est pas le cas. Cette année, on se retrouve plus avec un déficit de 78 milliards. Par contre, on le défend en disant oui, mais... on parle même plus de ratio dette-PIB. Avant, c'est ça qu'on utilisait beaucoup. Mais là, on est comme non, mais le ratio déficit-PIB, lui, il a diminué. C'est une manière quand même assez créative. Complètement, oui, ça apparaît mieux, cette mesure-là. Oui, puis celle-là, elle va en s'améliorant aussi versus le déficit en tant que tel, tu sais, que ça va pas en s'améliorant. C'est un peu ça. Bon, évidemment, nouveau gouvernement, le gouvernement Carney, qui est, comme on peut le voir, un peu plus centré vers l'économie que son prédécesseur. Ça a beau être 2 gouvernements libéraux, on n'a vraiment pas la même vision des dépenses publiques, de l'intervention de l'État. Donc oui, c'est 2 gouvernements qui sont très interventionnistes, mais vraiment pas de la même façon. On m'aurait présenté ce budget-là, en fait, là, sans me dire il vient de qui. Mark Carney n'existe pas. Je vous aurais pas dit que c'est un budget libéral. Je vous aurais dit ça ressemble à un budget Stephen Harper. On sabre dans les fonctionnaires, on sabre dans les mesures environnementales, on investit quand même dans les entreprises puis dans les crédits d'impôt aux entreprises. Donc, c'est quand même un peu... c'est comme un budget mauve, là, plus que rouge. J'aime ça.
Ensuite, bon, évidemment, par contre, le petit bémol, c'est un budget qui va devoir passer au test de la minorité parce que le gouvernement n'est pas majoritaire. Bon, hier matin, le gouvernement avait 3 sièges de retard là, pour avoir la majorité, ce qui veut dire que doit convaincre soit une formation politique de voter, donc le Bloc, le NPD ou les conservateurs, qui ont pas mal tout dit que ça arrivera pas. Des fois, ce qui peut arriver, par contre, on est contre le budget, mais on veut pas faire tomber le gouvernement. Fait que là, soudainement, il y a une épidémie de maux de ventre qui se passe au moment du vote. Il y a des gens qui ne sont pas là, qui vont trouver la toilette la plus... Oui, c'est ça, et on va trouver la salle de bain la plus loin de la chambre pour manquer le vote. Puis donc, à ce moment-là, on vote contre, mais il y a des gens qui l'ont manqué, ça passe. Ou le gouvernement pourrait essayer de voler des députés. C'est quelque chose qui peut se faire et qui s'est passé hier. Cuisse d'Entremont, député de la Nouvelle-Écosse, qui a claqué la porte aux conservateurs et qui s'est joint au caucus libéral. Quand je vous dis que c'est un budget qui est mauve, si ce budget-là inspire des conservateurs à venir les rejoindre, là, c'est qu'il y a définitivement quelque chose là qui va les chercher. Intéressant. Donc là, il reste 2 votes, donc, à cause de ça? Donc là, il manque 2 votes à aller chercher. Fait que 2 votes ou 3 abstentions, maux de tête, migraine. Il n'en faut pas beaucoup. Non. Je pense que ce qui sort quand même, essentiellement, c'est qu'il y aura probablement des maux de vente, un peu comme tu dis, ou l'un ou l'autre de ces deux situations-là risque quand même. Je pense que personne veut partir en élection à Noël. C'est ça. C'est un peu ça, là. Puis, bon, évidemment, le gouvernement va travailler très fort pour essayer de convaincre d'autres députés de traverser la Chambre parce que c'est plus facile d'avoir un gouvernement majoritaire, de pouvoir durer ces 4 années. Sinon, les chances sont qu'on se retrouve en élection dans 18 mois. C'est pas idéal là, lorsqu'on traverse une période assez difficile économiquement. Ben oui. Intéressant. Parlons du budget concrètement. Ben oui. Donc, grande ligne, là, premièrement, on nous a dit que c'était un investissement historique et générationnel. C'est vraiment les mots que François-Philippe Champagne a utilisés au moins 80 fois dans les 72 dernières heures. Puis c'est vrai que la journée d'hier a été historique, mais peut-être plus à New York. À Ottawa, on l'a pas vraiment senti. On nous parle d'investissements en infrastructures qui vont transformer le Canada. On regarde le budget, c'est 115 milliards en infrastructures, ce qui est considérable. Sauf que quand on regarde de manière plus approfondie, ben c'est 12 milliards là-dessus qui sont des réelles nouvelles dépenses en infrastructure. Fait que le 115 milliards, on inclut par exemple l'expansion du port de Montréal qui était déjà confirmée, puis etc. 12 milliards, pour vous donner une idée, c'est 2 Maisonneuve-Rosemont. Moi, je ne pense pas que c'est un investissement générationnel, là, 2 nouveaux Maisonneuve-Rosemont. Effectivement. J'ai déjà plusieurs commentaires, fait que je me permets de couper dans ton élan. Premièrement, en fait, il y a des questions, mais il y a aussi un commentaire. Il y a quelqu'un qui te compare à Chantal Hébert. C'est la vibe que je cherche. C'est parfait. Fait que voilà, check, c'est fait, bucket list. Félicitations, Florence. Première question, est-ce que le budget est accepté? Pourquoi est-ce qu'on le prend pour acquis si ce ne l'est pas en ce moment? Donc, le budget va être accepté officiellement dans 2 semaines. Ce qui veut dire qu'évidemment, tout ce qu'on dit là, en théorie, il peut changer. Mais on est dans un contexte où est-ce que on vient de sortir d'élections, on est en crise économique. Les partis politiques ne veulent pas particulièrement aller en élection. Le Pierre Poilievre n'a pas intérêt à repartir en élection, sinon, ben, son avenir, s'il repère encore, son avenir politique, elle est finie. Donc, on s'attend vraiment là, à ce que ce budget-là, il finisse par passer parce que c'est pas dans l'intérêt de personne là, qu'on soit en élection en janvier. Est-ce qu'il pourrait y avoir des changements mineurs dans des négociations quelconques? Bien sûr, tout est toujours possible. Et même dans un gouvernement majoritaire, des changements dans un budget avant l'adoption, ça peut se faire, ça se voit là, de manière constante. Par contre, fait que là, on travaille avec ce qu'on a. Mais effectivement, ça se peut qu'il y ait des modifications. Puis s'il y en a, bien évidemment, on fera des ajustements là, dans nos prévisions en fonction de ça. Puis les grandes lignes vont quand même rester là. Mais les grandes lignes, c'est ça. Les grandes lignes, elles sont les mêmes. La thématique cette année, c'est simple, c'est austérité et investissement. 2 mots qui, bon, semblent pas communiquer bien ensemble. Mais en fait, c'est qu'on vient splitter les dépenses gouvernementales en 2. On a des dépenses de fonctionnement, puis on a les dépenses d'investissement. Je pense qu'on pourra... Il semble avoir une nouvelle définition d'investissement. Oui, on pourra parler bientôt de cette définition de... En fait, j'aurais eu d'autres questions avant. Je vous vois partir. On est parti, mais vas-y. En même temps, j'ai quand même mentionné aux gens que ça allait être interactif. On va se garder une gêne pour ça. OK, il y a des questions sur est-ce qu'il y a des programmes spécifiques pour des types d'entreprises? Fait que là, on parle des entreprises de services, tout ça. Je crois qu'on va y revenir dans la section plus spécifique sur les programmes
programme. Comment le budget 2026 prend-il en compte l'impact de l'inflation, les taux d'intérêt sur la croissance des PME? C'en est une, fait que je vous laisse l'absorber. Je vous dis la deuxième, parce qu'elle est à plusieurs niveaux, cette question-là. Est-ce qu'il y aura des mesures pour réduire la pression fiscale sur les petites entreprises? Puis quels sont les indicateurs que le gouvernement va suivre pour évaluer la performance de ces programmes-là ou des incitatifs qu'on va parler aujourd'hui? C'est des très, très bonnes questions. Il y a des bonnes questions de fond. Ben, commençons par... fiscale. Je vais commencer par les indicateurs, puis tu pourras aller sur les allègements fiscaux après. Donc, au niveau des indicateurs, ben, le gouvernement, ce qui est intéressant du fait d'avoir sorti un budget qui est séparé en investissement versus dépenses de fonctionnement, c'est que chaque dépense qui est considérée comme étant de l'investissement, mais doit être attachée dans le budget à des retombées économiques. Donc, on va dire, par exemple, on va investir 12,4 milliards dans tel type d'investissement, et ça, ben, ça va générer 300 milliards sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans à l'économie canadienne. Alors, ces indicateurs-là, comment est-ce qu'on les compte? Bien, c'est les retombées fiscales, c'est les nouveaux emplois, c'est l'augmentation des revenus des entreprises, c'est l'augmentation des exportations. C'est vraiment ce genre là, de métriques-là qu'on va aller chercher. D'ailleurs, si vous faites des demandes de subventions, c'est le genre de métriques qui sont super intéressantes à inclure dans votre demande. Essentiel même. Si tu le fais pas, les chances d'acceptation sont basses. Ça fait des années qu'on le dit à nos clients que justement les subventions et les bailleurs de fonds, ils voient ça comme des investissements. Eux autres, ils ont des comptes à rendre après de dire ben voici les retombées de mon programme, voici à quel point ça a aidé l'économie québécoise, canadienne et tout ça. Puis justement, c'est bon de l'inclure. Puis même souvent, après le projet qui a été terminé, il va y avoir un petit sondage, quel a été l'impact sur son entreprise, tout ça, pour accumuler de l'info. C'est comme une entreprise qui embauche un consultant qui est comme je te donne une pièce, je veux que tu m'en régénères 5. Mais c'est un peu le même principe avec le gouvernement. Je te donne une pièce à ton entreprise, ben je veux qu'au travers de la création d'emplois, des exportations, des augmentations de tes ventes, tu m'en redonnes 5 en recettes fiscales. Oui, puis après ça, ben, vient un peu l'art, entre guillemets, de faire valoir le point que cet investissement-là va rapporter le 5 $, un peu comme tu en parles. Puis c'est pour ça que je pense que c'est important de... C'est pour ça que c'est souvent fastidieux de faire une demande de subvention. Puis je pense que c'est un peu ça, au final, la valeur ajoutée de ce qu'on fait, c'est démontrer cet investissement-là en ayant des bons projets, mais en les ficelant de la bonne manière, en s'assurant avec le bailleur de fonds que ça va passer, puis en s'assurant que ça soit... alignés avec leurs priorités eux aussi. Vincent, tu voulais parler des allègements fiscaux? Ben c'est ça, ça va être beaucoup dans la deuxième section, je pense, du webinaire, qu'on va vraiment aller dans c'est quoi les différents allègements fiscaux qui sont inclus puis dans quelle catégorie, parce que ça peut être très large. Mais c'est certain qu'on va parler de la super déduction, puis c'est pas mes mots, mais c'est littéralement les mots qui sont utilisés, la super déduction aux investissements en productivité puis dans d'autres investissements du genre. Donc, il va y avoir beaucoup d'allègements fiscaux qui sont disponibles, dépendant c'est quoi les dépenses d'investissement, puis c'est quoi les retombées possibles pour l'entreprise. Puis c'est sûr que, tu sais, cette super déduction-là, les allègements fiscaux qui visent quand même à réduire là, le TEMI, le taux effectif marginal d'imposition des entreprises, de 2 %, ben, il va viser à venir soutenir là, dans le cadre d'inflation. C'est sûr qu'il y a beaucoup de mesures aussi en réponse aux tensions commerciales, à la guerre commerciale, aux tarifs. À l'inflation, on est vraiment plus dans l'allègement fiscal. J'ai 2 autres questions que je crois être en mesure de répondre. Fait que je vais les prendre, évidemment. Merci beaucoup. La première, puis en fait, c'est la dernière sous-question du paragraphe que je vous ai envoyé. Comment est-ce que les PME peuvent-elles accéder plus facilement aux subventions sans que ce soit fastidieux, long et complexe? Je vous dirais que c'est la raison pour laquelle on s'est lancé en affaires dans ce domaine-là, parce qu'on partage le défi. On l'a vécu, là je parle moi-même comme entrepreneur, on l'a vécu dans notre propre journey d'Hello Darwin, puis on l'a vu, on le voit à tous les jours se répertorier avec les clients qui viennent nous voir parce qu'ils sont arrivés à ces conclusions-là eux aussi. Je partage la problématique. Malheureusement, la situation est comme elle l'est. Là. C'est le gouvernement, évidemment, qui distribue ces fonds-là. Puis je pense qu'ils font de leur possible. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations quand même dans les dernières années sur la manière que c'est développé, le lien que les bailleurs de fonds ont avec les entreprises ou avec les intermédiaires comme nous. Fait que je pense qu'on s'en va dans la bonne direction, mais c'est sûr que faut que ça soit une partie intégrante de la stratégie de l'entreprise. On entend souvent... Il ne faut pas faire fitter un cercle dans un carré dans un cercle. Celui qui ne fit pas dans l'autre. C'est ça, exact. Fait que c'est sûr que c'est souvent une méconception que les entreprises vont avoir de dire « Hey, il y a un montant là, j'ai vu un 50 000, ben, il est à donner, puis je devrais en avoir besoin parce que je sais que ça va faire croître mon entreprise. » On en a parlé, il y a des intérêts avec les bailleurs de fonds qui doivent être atteints, il y a des alignements nécessaires. Fait que c'est pas tous les fonds, on a, je pense, 3000 programmes qui sont listés dans notre base de données. Tu peux
peut pas aller chercher 3000 programmes comme entreprise. Le bassin est beaucoup plus petit, puis ça devient vraiment le défi de trouver la bonne opportunité, qui est le bon ratio temps, effort versus récompense. Puis c'est là-dedans que je pense que des experts comme nous peuvent aider, mais des outils, un paquet d'affaires aussi autour de ça. Et on s'entend la réduction du red tape là, qui rend difficile l'accès aux subventions pour les entreprises ou pour les organismes communautaires aussi. Là, le principe, il reste le même. Je veux dire, c'est à peu près... Cet objectif-là, il est aussi vieux que les subventions elles-mêmes. Là. Je veux dire, Effectivement. Si on existe, il y a une raison. Je pense que dans un monde idéal, on aimerait ça ne pas avoir à exister. Notre modèle d'affaires, on aimerait ça qu'il soit pas viable. Mais ça donne que le gouvernement nous fait des cadeaux en rendant ça bien trop compliqué. Oui, puis c'est un peu la même job que avoir justement quelqu'un qui gère tes crédits d'impôt, qui gère ta fiscalité, qui gère ta comptabilité. C'est quelque chose qui peut théoriquement être fait à l'interne. C'est juste ça demande tellement d'expertise. Puis dans ce cas-ci, ça demande aussi des contacts avec les bailleurs de fonds gouvernementaux. Ça demande une compréhension de l'écosystème, tout ça. Puis tu mentionnes, beaucoup de gens ils disent c'est très fastidieux, puis c'est ça qui les font décrocher des subventions. Il y a ce volet-là, qu'un entrepreneur veut pas à 5h PM commencer à écrire des subventions en fin de journée, puis tout ça. Mais il y a aussi que c'est juste les temps d'application, puis les fenêtres d'application même sont tellement réduites que souvent ils vont dire que je l'ai vu passer, elle était déjà fermée ou elle était déjà finie. C'est comme justement, on avait un programme récemment qui est ouvert pour, en réponse aux entreprises qui ont été impactées par les tarifs, si on voulait faire des achats d'équipements ou de la diversification de marché. Le programme a ouvert le 10 octobre, il a fermé le 31 octobre. Donc, c'est le genre de programme que c'est une qui a été prolongé au 4 novembre quand même, parce qu'il y a eu des problèmes informatiques. Alléluia. Mais oui, puis au final, ça devient une question de focus. J'ai une autre question qui m'intéresse aussi, qui est, je vois des fois des publicités sur Facebook, on me dit que je peux aller chercher des subventions, tout ça. Je suis très fier de dire qu'on ne fait pas de publicité sur Facebook de ce type-là. Ou TikTok non plus? TikTok non plus. Peut-être, ça m'étonnerait. Je sais que l'audience va m'amener de venir là-dedans, mais on n'en est pas là et j'en suis très content. Je préfère définitivement qu'on fasse des capsules comme ça, qu'on éduque de manière genuine les entreprises. Je vous dirais que si vous êtes pour vous embarquer avec une entreprise qui semble parler des subventions comme si c'était de l'argent facile et préacquise, faut se poser des questions, faire un due diligence. C'est ça, tu sais, puis c'est facile de nous écouter parler de subventions puis se dire il y a des subventions pour tout et tout le monde et à n'importe quel moment. C'est comme tu l'as dit un peu, c'est de trouver l'opportunité parmi les 3500 disponibles qui ouvrent et ferment à différents moments pour vos différentes dépenses. Donc, tu sais, c'est sûr que faut faire un due diligence vraiment dans quels sont vos investissements, quel est le profit de l'entreprise, tu sais, qu'est-ce qui s'en vient justement dans les 18-36 prochains mois pour savoir que c'est un fit. Donc, effectivement, tu sais, le but de nos capsules, c'est plus de donner de l'information sur c'est quoi les nouvelles tendances pour que vous soyez à l'affût. Puis quand vous sentez ça résonner avec vous, ben là, justement, c'est peut-être le moment de nous écrire. Et puis c'est aussi la capacité de trouver le bon fit là, de subvention versus projet. Parce que la réalité, c'est ça, il y a 3500 programmes. Mais la réalité, là, c'est que selon les projets que tu as, t'en as peut-être 3-4 des fits dans ton année. Puis la fenêtre est petite. La fenêtre est petite. Moi, mon travail à moi, c'est de trouver ces 3-4 bons fits-là puis m'assurer qu'on bâtisse le bon dossier puis qu'on le push. Pas qu'on applique à 20 programmes juste parce qu'ils existent. Qu'on s'invente des dépenses. Qu'on s'invente des projets. Je ne le recommande pas. J'ai beaucoup de questions, mais je pense qu'on devrait poursuivre quand même. Sachez qu'on va y revenir. Merci de la participation. Donc, on allait parler de... C'est quoi la nouvelle définition? Oui, c'est ça, nouvelle définition d'investissement. Donc cette nouvelle définition d'investissement qui... Versus le fonctionnement. En fait, c'est très simple. C'est un peu tout. En fait, c'est simple. C'est qu'on élargit un peu cette définition d'un investissement capital. On dit, la conditionnalité, on veut que ça génère du capital, puis on veut être capable de l'associer directement à un projet. C'est à peu près ça la définition qui est dans le communiqué de presse pour définir qu'est-ce qu'un investissement. Donc, le bien capital en question, il n'y a pas besoin d'appartenir au gouvernement. Il peut appartenir à une société privée, donc à l'aéroport de Montréal, des usines, etc. Le bien capital, il peut être intangible, comme de la propriété intellectuelle. On ne penserait pas que de la PI, c'est du capital, mais selon cette nouvelle définition-là, de la R&D, ça devient un investissement. Puis, même les soft costs là, qui sont associés à ce genre de projet-là vont être considérés comme étant des dépenses d'investissement. Fait que le salaire de douanier, apparemment, peut-être, si on le twist de la bonne façon, tout peut être un investissement. Tout est twistable.
Exactement. Puis en fait, une des raisons pour qu'on fait ça, là, puis c'est qu'on voit les dépenses de fonctionnement versus les investissements en capital, c'est qu'on va être en mesure de présenter une situation budgétaire saine. On va être capable de dire, on vise le retour au déficit zéro sur 3 ans, ce qui a été présenté, mais on parle de déficit budgétaire fonctionnel, ce qui veut dire qu'on va juste compter les dépenses à gauche, les dépenses de fonctionnement, puis tout ce qui est à droite, on est comme, ouais, non, mais c'est un investissement. Dans le fond, là, on va moins au restaurant, puis on investit dans notre REER. Fait que ça, ben, c'est pas du déficit. Sauf qu'on agrandit la définition de c'est quoi un investissement. Donc, des fois, aller au restaurant avec son client, ça devient un investissement. Là, Peut-être, exactement. Aller au restaurant avec ton client, ça peut peut-être être un investissement, mais on le justifie. On justifie le déficit comme ça, mais ça reste que, bon, si tu mets si tu épargnes de l'argent sur de la dette, ça reste de la dette. Oui. OK, intéressant. Puis, donc là, après ça, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, ça nous dit qu'on se donne la flexibilité de ne pas retourner à l'équilibre budgétaire, en fait. Ce qu'on se dit, puis c'est pour ça aussi qu'on utilise la formule déficit sur PIB plutôt que ratio dette-PIB, c'est qu'on se dit au diable l'équilibre budgétaire, excusez pour l'expression en bon français, au diable l'équilibre budgétaire, on investit pour les générations futures. C'est ça qu'on dit dans ce budget-ci. Là. Et ben, dans les 4-5 prochaines années, là, selon nous. Intéressant. Parlons... On s'en va après ça sur l'autre nouveauté. Ben oui, ce budget-là, ben, qui est à l'automne. Pour les personnes qui suivent la politique, normalement, vous êtes comme... mais c'est pas en mars, un budget. Effectivement, d'habitude, un budget, c'est en mars et en avril, parce que l'année financière gouvernementale, ben, c'est de avril à mars. Fait que c'est assez logique de le présenter au début de l'année. Là, on est à la moitié. Fait qu'on se pose la question, pourquoi faire ça? On a eu des élections. À un certain point, c'est difficile de faire un budget rapidement là, quand on arrive des élections. Puis on nous dit, ben le but, c'est d'avoir plus de prévisibilité, de pouvoir planifier l'année financière 6 mois à l'avance. Après ça, bon, ça, c'est le budget de cette année qui est déjà en cours. Fait que je suis un peu confuse sur la réalisation de ce... On peut prévoir les 6 prochains mois. Et l'autre objectif, ben, c'est de mieux s'aligner avec la saison de la construction. Donc, on comprend que tout ce qui est construction, infrastructure, logement est vraiment une priorité gouvernementale au point de dire on va faire le budget pour vraiment mieux s'aligner. Puis donc, le prochain budget ne sortira donc pas dans 6 mois, il va sortir dans 1 an. Il va sortir dans 1 an. Selon François-Philippe Champagne, ça va devenir la norme. Okay. C'est pas du jamais vu, là, ceci étant dit. Dans le G7, c'est assez fréquent de faire des budgets à l'automne. L'Allemagne le fait, la France le fait. Donc, c'est pas... ça sort pas de nulle part. Là. Ça sort pas de nulle part. Les provinces vont continuer à le faire, eux, au printemps. Plus, dans le fond, vont pouvoir être en réaction au budget fédéral. C'est un peu ça le but aussi, là. Pouvoir ajuster en fonction des transferts, puis etc. Mais, tu sais, c'est raisonnable là, comme manière de faire. Jusque-là, on a comme skippé ben oui, je comprends. un budget. OK, intéressant. Donc, après ça, c'est les subventions aux entreprises. Là. Oui, bien là, je vais faire un petit... Parce que là, on a parlé des critères pour définir qu'est-ce qui était un investissement, donc la conditionnalité, donc le fait que le bénéficiaire de cet argent-là, donc le privé, le communautaire, etc., doit investir dans de la formation de capital, et B, le lien clair, donc il faut le lien à un projet. Oui. Fait qu'on va faire un quiz. Fait que j'ai une entreprise qui veut construire une nouvelle usine. C'est un projet de 3 millions, puis le gouvernement va lui donner une subvention d'1 million. Est-ce que c'est un investissement? Si on a déjà la réponse. Oui. Oui! Même si l'usine n'appartient pas au gouvernement, ça va être considéré comme un investissement capital là, dans le budget du gouvernement. Ensuite, entreprise B effectue de la recherche et développement pour améliorer son produit puis créer de la propriété intellectuelle canadienne. Je vous ai quand même mis les mots dans la bouche. Quand même. Le gouvernement va lui donner un crédit d'impôt remboursable de 450 000 $. Ce 450 000 $ est principalement lié à des salaires, un peu de matières premières. Est-ce que c'est un investissement en capital? Je dirais oui. Surprenamment, oui. Même si ça n'inclut pas que... Même si c'est pas une usine, c'est pas un pont, c'est pas un aéroport, ça va quand même être considéré comme étant un investissement capital. Ça, c'est dans les gros changements, justement, qu'on voit maintenant. Là, Oui, parce qu'on se permet de dépenser plus, parce qu'on dit que c'est un investissement, donc on peut se permettre d'y aller fort. Intéressant. Puis, entreprise C veut développer des nouveaux marchés parce que, bon, les tarifs américains, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises là, qui nous écoutent en ce moment qui vont se reconnaître, et veut investir massivement dans son développement en Europe. Le gouvernement lui offre une subvention de 50 000, je me demande laquelle, pour effectuer du marketing et réaliser des missions commerciales. Est-ce que c'est une dépense d'investissement? Oui.
Non, ça, quand même, on pousse pas, là, on pousse pas la LOC. On va pas lier la commercialisation à une dépense de capital. Donc ça va rentrer quand même dans le fonctionnement. Mais comme on va le montrer plus tard, c'est pas des dépenses qui sont coupées nécessairement. Non, absolument juste que pas. C'est catégorisé. Non, puis il y a quand même peu de dépenses de programmes qui sont coupées. Même quand on regarde les programmes sociaux, l'allocation canadienne pour enfants, le régime d'assurance dentaire, c'est pas coupé. Il y a des mesures qui sont coupées au niveau environnemental, la taxe carbone, mais même les incitatifs fiscaux. Pour les technologies propres, elles sont maintenues, elles sont prolongées. C'est vraiment au niveau des fonctionnaires. Je m'excuse s'il y a des fonctionnaires qui nous écoutent. 10 % des fonctionnaires vont perdre leur... C'est 18 000 postes? C'est 40 000 postes sur 400 000 qui, d'ici... Avec l'attrition et les coupures. Oui, exactement. Le but, c'est de le faire le plus organiquement possible, mais quand même, ça demeure significatif. Faut que je vous avertisse que j'ai énormément de questions sur des subventions, sur... On arrive aux subventions. C'est quoi Hello Darwin, comment travailler avec nous, tout ça. Fait que... on converge. On converge. Mais là, Parlons de mesures. Exact. Là, c'est le morceau qu'on commence de plus en plus de parler des subventions que ça implique. Fait que parlons de gros cash. Le gouvernement annonce, évidemment, beaucoup de sommes. Premièrement, 16 milliards en investissement stratégique pour traverser la guerre commerciale. C'est quand même significatif. Là. De ce 16 milliards-là, est séparé en plusieurs catégories qu'on pourra passer plus tard. Des soutiens financiers ciblés pour la diversification de marché. Donc, des allègements fiscaux pour les entreprises qui investissent en productivité, en R&D, puis en technologie verte. Je pense que tu pourras parler de la super déduction tout à l'heure. Puis 12 milliards en investissement sectoriel dans des secteurs stratégiques. Donc, intelligence artificielle avec le fameux programme pour la capacité de calcul en IA. Les minéraux critiques, le fonds du premier et du dernier kilomètre. La construction, la foresterie, l'agriculture. Donc, beaucoup là, de financement sectoriel. Le gouvernement du Canada aime vraiment être en mesure de soit répondre à un enjeu précis, donc comme la guerre commerciale, ou aider un secteur qu'il va identifier comme étant stratégique. Exact. OK, donc là, on s'en va. Ça, c'est l'autre morceau plus le décortiquer des tarifs. Là. Donc ça, c'est le 16 milliards, ça? 16 milliards. Ouais, c'est ça. Donc ça, justement, le premier morceau, l'IRRT, c'est quelque chose j'ai parlé brièvement tantôt. Il y a des subventions. Il y a une subvention qui est ouverte à travers le Canada complet pour les entreprises impactées par les tarifs. Donc, les entreprises manufacturières qui ont des investissements en capitaux à faire, diversification de marché. Donc, c'est une subvention d'1 million par entreprise pour les investissements des 3 prochaines années. Puis c'est celle-là, justement, que je mentionnais qu'au Québec, spécifiquement, elle est restée ouverte du 10 au 31 octobre seulement. Le but du fait qu'ils l'ont ouvert juste du 10 au 31 octobre, c'était de le réouvrir potentiellement en janvier, dépendant justement de la disponibilité des fonds. Donc, est-ce que ça, on peut s'attendre à ce que ça réouvre? Comment est-ce qu'on s'enligne par rapport à ça, des programmes du genre? Pour le Québec, on peut s'attendre à ce que ça réouvre pour le Québec. Je veux dire, Parce qu'ils ont limité les demandes. Ils ont limité les demandes, ils ont donné 3 semaines, ce qui est quand même pas beaucoup. Je mentirais pas qu'il y a beaucoup de demandes qui ont été soumises, mais par contre, avec une enveloppe de 1 milliard sur 3 ans, je peux m'attendre à ce qu'il y ait au moins un prochain appel de projet cet hiver. C'est ce qui est déjà prévu dans le calendrier. Est-ce qu'on a le droit de dire combien on a soumis la semaine dernière à ce seul programme-là? On en a soumis beaucoup. C'est 50 millions de dollars la semaine dernière qu'on a soumis à ce programme-là. Donc, c'est beaucoup de demandes, puis beaucoup de fonds qui sont possibles avec ça. C'est encore disponible à travers le reste du Canada. Eux, ils ont fonctionné d'une approche premier arrivé, premier servi. Au lieu de dire c'est du 10 au 31, on analyse les demandes, puis on recommence en janvier. Le reste du Canada, là, dans les provinces atlantiques, Ontario, tout le reste, c'est vraiment premier arrivé, premier servi. Donc, c'est encore ouvert à ce stade-ci. C'est comme d'habitude le Québec qui fait un peu différemment. Mais en fait, c'est pas géré par le gouvernement provincial. Là. Au Canada, il y a des agences régionales de développement économique et donc, Développement économique Canada pour les régions du Québec au Québec, qui, lui, a fonctionné par appel de projet, mais effectivement, dans les prairies, dans le nord de l'Ontario, le sud de l'Ontario, l'Ontario a le droit à 2 agences. C'est totalement pas fair, mais bon. Et eux ont fonctionné par des appels continus. Donc, eux vont rester ouverts tant que l'enveloppe, il reste de l'argent. OK, intéressant. Donc là, justement, il y a ça, puis après ça, les mesures sectorielles, ça, c'est dans les choses qu'on ne sait pas encore exactement c'est quoi. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore. Il y a un fonds de réponse stratégique de 5 milliards qui n'est pas du tout défini. On sait qu'il y a 1 milliard pour le fonds stratégique les fonds stratégiques d'investissement, qui sont pour les grands projets, mais il y a beaucoup de choses là, dans le soutien aux entreprises touchées par les tarifs qui ne sont pas particulièrement définies, qu'on a très hâte de voir se matérialiser.
matérialiser. J'ai une question parce que je vais ramener ça le plus concret possible. J'écoute le webinaire en ce moment. On parle de la réponse aux tarifs, tout ça. Si je suis une entreprise, sachant que bon, il va y avoir de l'ouverture ou des renouvellements de programmes, tout ça, il y en a peut-être qui vont arriver imminemment, d'autres qu'on ne sait pas trop quand. Qu'est-ce que je devrais faire pour me préparer à ça pour justement éviter de voir un programme super intéressant comme l'IRRT me glisser entre les doigts? Ça devrait être quoi, mettons, ma stratégie pour m'assurer de le maximiser puis d'être là au bon moment? Je dirais, c'est surtout d'avoir déjà une structure pour faire des demandes de subventions. C'est déjà d'être au courant de c'est quoi que vous allez avoir besoin. Donc, c'est autant les états financiers que les plans de budget, que les ci, les ça, puis d'être au courant, justement, comme on parlait tantôt, de ça va être quoi la manière de présenter le dossier pour faire miroiter les investissements puis les retours sur investissement pour le gouvernement à travers ça. Puis après ça, c'est surtout d'être au courant de c'est quoi la subvention, c'est quoi les subventions qui vont pouvoir s'appliquer puis à quel moment. Donc, là, on sait déjà que l'IRRT, ce programme-là, si c'est un bon fit pour l'entreprise, il faudrait préparer son dossier en amont du mois de janvier parce que la prochaine fois, ça va sûrement être 2 semaines de temps encore seulement qu'on a pour appliquer. Ça va encore être un gros rush. C'est pas un petit dossier. C'est un petit dossier. C'est un dossier dans lequel il faut être en mesure de démontrer l'impact des tarifs sur notre entreprise. Il faut avoir un plan de projet clair qui va déterminer avec des étapes, des calendriers, des budgets. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent? Donc, est-ce que c'est de la diversification de marché? Est-ce que c'est de l'investissement en productivité? Il faut avoir des retombées économiques claires, des objectifs, il faut se donner des KPI. Donc, tout ça, ça se prépare en avance parce que si on le fait en 3 semaines, je vous garantis, on va le soumettre, mais c'est ça. Moins travaillé, là. Puis à mon sens, puis c'est intéressant avec l'IRRT parce que moi, personnellement, j'ai vu deux cas de figure. Le premier, c'est des clients à nous en service conseil qui travaillent, mettons, avec toi, Florence, où est-ce que, ça fait longtemps, on a une relation avec eux, on connaît le niveau d'impact qu'ils ont eu suite aux annonces tarifaires. Fait que, on a déjà un genre de plan de match, un business case, si tu veux, c'est comment est-ce que ça impacte la business pour justement aller plaider oui à cette subvention-là. Fait que là, nous, on est déjà au courant. Ça ouvre, évidemment, on est au courant. Dès que ça ouvre, on dépose le plus tôt possible. Ça, c'est l'idéal. Il y a aussi des gens qui étaient sur la plateforme, un peu comme je parlais au début dans les 2 manières qu'on travaille avec des clients, qui étaient prêts eux-mêmes parce qu'il y avait probablement déjà une connaissance, ou du moins, il y avait déjà de la documentation au niveau de l'impact tarifaire, puis qui sont allés sur la plateforme, ils ont vu l'IRRT, il y avait les étape par étape pour comment déposer, maximiser ton application, puis qu'ils l'ont fait par eux-mêmes. Je dirais que c'est les deux, mais le point final de ça, c'est connaître sa business, connaître les impacts, puis encore une fois, exactement, être aligné, être au courant. C'est sûr que c'est plus facile quand Florence a m'écrit un courriel, elle a dit hey, « il y a ça d'ouvert, je sais que tu es parfait pour ça ». C'est plus facile, justement. C'est que là, Florence, tous ses clients vont aussi leur écrire en décembre pour leur dire « Hey, planifie tel dossier, je sais que c'est quoi déjà tes impacts des tarifs, parce que ça fait 1 an qu'on travaille ensemble, puis on en parle déjà, mais prépare tel dossier pour X, Y, Z. » Puis là, au lieu d'avoir juste 2 semaines, on a 1 mois et demi, c'est correct, on a en masse de temps. Puis quand il y a justement des back and forth avec les vacances, les ci, les ça, on peut faire ça à notre rythme. Donc, c'est aussi ça, c'est que tu sais, des subventions, il y a beaucoup un rush derrière ça. Puis ça peut se faire justement jusqu'à minuit le soir, mais idéalement, ça va se faire pas mal mieux comme un travail d'école si ça se fait. Oui, en fait, je pense qu'au bout du compte, ce qui revient derrière, c'est qu'il faut avoir un plan stratégique d'entreprise. Il faut avoir une vision claire sur où on s'en va comme entreprise, c'est quoi nos objectifs, nos priorités d'affaires, est-ce que j'ai besoin... C'est quoi mes investissements CAPEX, c'est quoi mes investissements en développement de marché, mes investissements en main-d'œuvre, puis vraiment être capable d'avoir ça prêt pour que quand on doit packager un projet pour une subvention, mais on le base sur un plan qui est déjà clair et cohérent. J'adore ça. Est-ce qu'il faut qu'on avance plus vite? Est-ce qu'il y a des questions? C'est sûr qu'il nous reste 20 minutes, puis on n'a pas assez parlé de subventions à mon humble avis, mais j'ai énormément de questions. Ça peut aller d'un peu partout. Soyez pas vexés si on ne répond pas à tout. On va s'assurer d'avoir quelqu'un qui vous écrit pour vous donner la réponse juste. On veut juste s'assurer de nommer des questions, évidemment, qui vont toucher le plus de cas possible. On va aussi envoyer un courriel à tout le monde avec la rediffusion, puis aussi avec un moyen de nous contacter directement pour poser des questions. Donc, on aura tout le temps quelqu'un de notre équipe qui peut gérer les dossiers plus particuliers. Là. Donc, en attendant, on avance. On avance, OK, parfait. Donc, après, justement, les tarifs, là, c'est justement, qu'est-ce qu'on fait en réponse à ça? On se diversifie. On diversifie les marchés, bien évidemment. Donc, le Canada, on ne se le cachera pas, les États-Unis sont le principal marché d'exportation du Canada parce que proximité géographique, parce qu'on n'a pas besoin de passer par des bateaux, on peut passer directement par la route. Mais là, la réalité, c'est que le libre-échange nord-américain, il est mis à mal. Donc, on veut développer l'Europe, on veut développer l'Asie, on veut développer l'Afrique, on veut développer vraiment des nouveaux corridors commerciaux. Pour ça, le gouvernement investit évidemment dans notre programme préféré, CanExport, qui va revenir cet hiver. Préparez-vous. Un autre programme que lui aussi, il faut
commencer ça en amont. L'année, non, c'est il y a 2 ans, mais en tout cas, dans les dernières statistiques qu'on avait, c'est qu'ils recevaient 4500 demandes, ils en acceptaient 1600. Puis ce qu'on voit nous-mêmes, c'est que ceux qui ont déposé en début d'enveloppe budgétaire avaient beaucoup plus d'acceptation que ceux à la fin, quand les coffres sont déjà vides. Avons-nous une diapo CanExport? On a une plus tard, je Parfait. pourrais en reparler. Bon. Ouais. Sinon, un investissement de 5 milliards sur 7 ans pour le fonds pour la diversification des corridors commerciaux. Ça, c'est plus une dépense en infrastructure, mais elle est importante à noter quand même. Là, c'est des investissements quand même assez massifs dans la réfection de ports, d'aéroports, de routes, de chemins de fer, pour vraiment être en mesure là, de faciliter les exportations. Donc, qu'une entreprise qui est, par exemple, là, au Manitoba, soit capable de facilement se rendre au port de Victoria pour pouvoir exporter en Asie, par exemple. Juste un petit commentaire. Je vois beaucoup de questions dans la section chat ou discussion. Moi, personnellement, j'ai juste accès au Q&A. Fait qu'assurez-vous de les mettre dans cette section-là et non dans le chat. Ça peut être un peu mélangeant, mais ça devrait être indiqué sur votre application Zoom. On poursuit? Ouais. La défense, qui est un secteur nouvellement très stratégique pour le gouvernement du Canada, 81,8 milliards d'investissement en défense. Bon, là-dessus, il y en a beaucoup qui vont directement aux forces armées, puis ça, bon, c'est un peu moins là, de notre côté, mais si vous travaillez dans cette industrie-là, ben, il y a des approvisionnements qui vont être disponibles. 6,6 milliards pour la stratégie industrielle de la défense, 1 milliard pour la mobilisation des entreprises pour la défense et la sécurité, 600, donc énormément d'investissements pour être en mesure d'amener les entreprises à développer des technologies, à les commercialiser, à optimiser leur production pour être en mesure de vraiment soutenir le secteur de la défense. Donc, si vous êtes une entreprise qui est dans le secteur de la défense ou qui considérez donc du double usage ou développer des technologies, vous êtes dans les minéraux critiques, etc., bien, sachez que c'est un pivot là, qui est très soutenu par le gouvernement. Intéressant. Puis là, c'est la dernière slide avant qu'on parle concrètement de subventions, puis celle qu'on a tirée vraiment de ce programme-là, puis qu'on veut garder à l'attention. Cette dernière slide-là est quand même très importante. Là. Investissement en compétitivité, c'est large, mais c'est beaucoup de choses qui touchent les entreprises qu'on accompagne. Oui, puis là, cue la musique de Marvel, une super déduction à la productivité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est j'achète des équipements de production qui vont me permettre d'optimiser ma production, qui vont être plus rapides, donc des CNC, par exemple, qui vont être automatisés. Bien, au lieu de, par exemple, l'amortir sur 7 ans, je peux l'amortir dès la première année. Ça, c'est un gros changement. Les deux changements, autant pouvoir avoir le capital inclus dans la RSDE que l'amortir sur oui, en fait, on peut aller sur le RSDE. Oui, c'est un équipement. Oui, ben, en fait, lorsqu'on achète des équipements, généralement, il y a des crédits d'impôt qui sont disponibles. Si c'est des équipements de production, on a le C3I, par exemple, qui est un crédit remboursable. Si c'est de l'équipement plus de recherche et développement, le RSDE a été étendu pour permettre pour repermettre, en fait, là, de comptabiliser des investissements capitaux dans les dépenses admissibles. Incroyable. Puis en plus, bon, on peut souvent aller chercher soit des prêts sans intérêt, des subventions. Dans le fond, on va chercher des subventions, des prêts, une déduction, un crédit d'impôt. Elle t'a pas coûté cher ta machine. Fait que c'est le temps de commencer à investir. C'est vraiment ce moment-là, effectivement. Puis il y a certains programmes, comme justement, on va en parler avec l'IRRT, que justement, eux autres, ils vont couvrir des dépenses rétroactives. Donc, en tout cas, c'est rare que ça arrive, mais ils veulent vraiment s'assurer que les investissements faits par les entreprises canadiennes soient rentabilisés puis puissent être continués aussi dans les années à venir. Là. Oui, bien, c'est qu'on veut encourager. On a besoin de plus de compétitivité. On l'a dit au début, avec les tensions commerciales, on a besoin d'un commerce intérieur qui est fort. On a besoin d'entreprises qui sont compétitives, productives. On a besoin de plus de propriété intellectuelle. Et donc, pour ça, bien, ça prend du soutien parce qu'on a un retard industriel au Canada. Absolument. On a 15 minutes. On a beaucoup de questions. J'ai plusieurs, au moins 15 questions. J'ai plusieurs questions sur est-ce qu'il y a des subventions pour X industrie, X secteur, etc. J'ose croire qu'on va toucher certains de ces secteurs-ci dans ces prochaines diapos-là, mais je vais m'assurer de nommer ceux qui n'ont pas été explicitement mentionnés. Sinon, il y a beaucoup de questions sur... OK, mettons la propriété intellectuelle, est-ce que ça se retrouve, un type de projet, est-ce que ça se retrouve dans un programme? Je crois que oui, on va le voir. Il y a un des programmes qui a été mentionné justement entre 2-3 lignes, là, mais le programme Protéger la pays qui a justement été annoncé dans un refinancement. Puis justement, comme tu disais, c'est considéré comme un investissement maintenant, la propriété intellectuelle. Donc, ça va être couvert dans beaucoup de programmes. J'en ai une intéressante qui touche les tarifs. On ne consomme pas directement des produits aux États-Unis, fait qu'on peut pas dire qu'on a été touché par les tarifs. Par contre, nos fournisseurs ont augmenté leur prix
C'est exactement ça. Ben, puis tu fais bien de la poser parce que c'est la chose que tout le monde nous dit. On aurait peut-être dû en parler. Si vous voulez, gars, je vais avancer directement. On est à la subvention qui touche un peu au régional tarifaire. Là. Donc, ça, c'est l'initiative régionale de réponse tarifaire. C'est pour aider les entreprises qui ont été impactées directement ou indirectement par les tarifs. Puis c'est là justement que la question qui vient d'être posée sur les fournisseurs qui ont augmenté les coûts vient justement être touchée là, par rapport au indirectement. Puis le gouvernement canadien comprend justement que beaucoup des impacts ont été indirects, ou est-ce que c'est un fournisseur qui a peut-être augmenté sa facture à cause que des matières premières ont augmenté ou ont commencé à être tarifées. C'est peut-être un client qui était aux États-Unis qui a arrêté de commander pour justement à cause des tarifs puis d'autres raisons. Donc, il y a plein de différentes façons d'être impacté directement, mais surtout indirectement. Puis c'est là, justement, quand tu disais, ça prend du temps, un peu de prouver ces impacts-là. C'est surtout quand c'est indirect, c'est de justement passer à travers un peu les factures des fournisseurs de cette année versus l'année dernière, dire, OK, voici le taux d'augmentation qu'on a eu qui est en haut de l'inflation. Quand on regarde ensemble un dossier pour être capable de le monter, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que je suis capable de démontrer de manière tangible que les tarifs, directement ou indirectement, ont eu un impact sur tes coûts, sur tes ventes, sur ta rentabilité. Il faut qu'on soit capable de le démontrer à quelque part. Mais tu sais, on peut avoir des clients, par contre, c'est comme, écoute, moi, je travaille à partir de la résine. Il n'y a pas de tarif sur la résine, mais moi, les produits que je fais sont utilisés principalement dans des produits d'acier, dans le domaine de l'automobile, par exemple. Et ça, c'est tarifé. Et à cause des tarifs, ben, j'ai une diminution du volume de commandes. C'est comme, OK, ben, regarde, on va trouver un moyen que ton client te signe une lettre qui te confirme que la raison pourquoi il a baissé ses volumes de commandes, c'est à cause de ça. On va mettre tes comparatifs de vente de l'année passée à cette année, montrer, écoute, j'ai perdu ça en vente, ça affecte mon bénéfice net de temps, ça affecte ma marge nette de temps, et donc, c'est plus rentable pour moi de faire ça en ce moment. Elle est bonne, hein, pareil? C'est exactement le chemin qu'on veut faire. Incroyable. Mais donc, c'est un peu ça, justement, avec les tarifs. Est-ce que je parle plus de l'IRRT ou est-ce que tu veux poser des questions un peu plus? Poursuivons, ça va venir. Le programme IRRT, c'est celui-là, justement, qu'on a eu une annonce qu'il y avait 1 milliard qui était injecté sur 3 ans pour ce programme-là. C'est ouvert à travers le Canada. C'est présentement en pause au Québec, comme on a mentionné, parce que c'est resté ouvert juste 2 semaines et demie environ. Ça devrait justement réouvrir à partir de janvier 2026. Donc, c'est justement le moment de s'informer sur c'est quoi ce programme-là, comment ça applique sur vos dépenses. Pour donner une description brève, là, c'est pour justement vous aider avec soit votre diversification de marché ou l'optimisation de votre productivité pour augmenter votre compétitivité. C'est un peu tout ça les buzzwords qu'il faut utiliser. Et pour les franco-canadiens de la francophonie hors Québec qui nous écoutent, sachez que dans vos régions, c'est encore ouvert. Par contre, donc si vous êtes, par exemple, en Ontario, en Alberta, que vous voulez appliquer, appelez-nous. On va regarder parce que c'est le temps de le faire. Ça, c'est rapidement même. C'est rapidement, c'est premier arrivé, premier servi dans les autres. C'est ça, exact. Puis Ontario, ils ont plusieurs fonds de premier arrivé, premier servi en ce moment en réponse tarifaire. Ils ont Ontario Together Trade Fund. Il y en a un qui est ouvert, je pense, hier, que je me souviens plus trop du nom. Donc, il y en a beaucoup, justement, comme ça, en premier arrivé, premier servi. Au Québec, en ce moment, c'est celui-ci. Puis il y a aussi un autre qu'on parlera plus tard qui est disponible à travers le fédéral. Puis l'IRRT va justement réouvrir à partir de janvier. Good. Si j'avance, ben là, justement, on parle du programme que tous les semi-initiés connaissent déjà en commençant, qui est CanExport PME, qui est un programme qui, normalement, va ouvrir à peu près en février de chaque année, puis couvrir des dépenses de commercialisation. C'est 50 000 en subvention sur 100 000 et plus de dépenses. Donc, c'est des dépenses, justement, qu'on regarde de trade show, de création de contenu, de marketing, d'études de marché. Avant, il y avait justement du budget Google Ads, tout ça qui pouvait être inclus, mais maintenant, on a le budget média, d'autres placements publicitaires, si on parle d'un magazine niché de votre industrie et tout ça. C'est sûr que là, on nous a dit que le programme serait bonifié. Est-ce qu'il pourrait ramener ces dépenses-là? Peut-être. Est-ce que les maximums pourraient être bonifiés? Peut-être. On l'espère, en tout cas. C'est ça, oui. Mais évidemment, bonifié ne veut pas dire grand-chose tant qu'on n'a pas les guidelines. Exact. On reste toujours avec l'information qu'on a présentement. Mais effectivement, bonifié, c'est très bon. Là, justement, ils réannoncent le budget. Ça va rester un peu la même optique de... CanExport, ils font pas premier arrivé, premier servi. Là, ils vont souvent donner une date limite de fin. Puis, ils les analysent en continu. C'est ça. Donc, c'est sûr que si tu appliques au début, si ça ouvre le 24 février, tu appliques le 25, mais tu as plus de chances d'être pris que quelqu'un qui applique le 31 mai parce que l'argent a déjà commencé à être dépensé. Ouais. Est-ce que ça couvre des salaires?
Non, malheureusement. Pas celui-ci. Si vous êtes justement au Québec, ben il y a d'autres programmes en commercialisation qui devraient rouvrir dans les prochains mois, qui vont pouvoir couvrir les salaires de représentants commerciaux, tout ça. On attend justement des confirmations encore, là, mais au Ça volet serait au niveau provincial. Exactement, ouais. Parfait. On regarde vraiment juste le volet fédéral aujourd'hui. Mettons que je vous ai là, sur la main-d'œuvre, les ressources humaines, si j'essaie de maximiser notre temps. Est-ce qu'il y a des programmes qui ont été annoncés au niveau des salaires ou des Il y a de emplois, l'argent en qui a été général? annoncé au travers d'une stratégie nationale de main-d'œuvre. On n'a pas encore énormément d'informations sur comment ça va se répercuter, mais effectivement, là, il y a de l'argent qui est disponible pour le recrutement à l'étranger, pour aider les entreprises à recruter de la main-d'œuvre, les entreprises qui sont dans des secteurs critiques. Donc, il y a des choses qui vont s'en venir. Donc ça, c'est un peu justement, c'est des choses qui vont peut-être se définir dans les prochains mois puis être annoncées en C'est ça. janvier, genre quelque chose. Ça ressemble à ça. Je comprends. Exact. La régie nous dit qu'il nous reste 8 slides puis il nous reste 9 minutes. Et 18 questions. Et 18 questions. on y Bon, va. Parfait, on avance. CanExport Innovation, je le fais rapidement, c'est un peu le cousin de CanExport PME. Il ouvre à différents moments de l'année, puis ça va être un 75 000 en subvention pour les dépenses de développement de partnership en R&D à l'international. Donc, on ne regarde pas à exporter nécessairement, mais plus de faire justement des partnerships avec des partenaires internationaux. On avait une question au niveau de la propriété intellectuelle. Ça serait ce programme-là, right, qui pourrait... C'est un exemple, à c'est pour développer des Exactement. partenariats de propriété intellectuelle. Il y a d'autres programmes qu'on n'a pas dans ce deck-là en ce moment, là, mais qui seront annoncés prochainement. Savoir que CanExport Innovation, par contre, c'est un programme qui traditionnellement ferme dans la semaine où il ouvre. C'est fou, effectivement. On a à peu près un 10 jours d'application possible. Plus un 7, je te dirais. Ah ouais, 5 ouvrables. Puis c'est justement, c'est 2 à 3 fois par année à peu près qu'ils ouvrent, mais en tout cas, c'est vraiment pas souvent. Donc, il faut vraiment le voir venir d'avance. Ça va couvrir la propriété intellectuelle, mais plus à l'international. Puis il y en a qui sont plus locaux, comme le programme Protéger l'API, qu'on a eu un annoncement qui allait être financé. Donc ça, c'est effectivement tout ce qui est... C'est absolument possible. J'avance encore, puis là, c'est dans les programmes pour la rémission des tarifs. Tu sais, on parlait, si on importe des produits, matières premières ou autres, des États-Unis, qui sont justement tarifés par les contre-tarifs canadiens, il va y avoir certains de ces produits-là qui sont remboursés par cette subvention-là qui va couvrir jusqu'à 100% des dépenses. Donc ça, c'est encore disponible en ce moment à travers tout le fédéral. Dans le fond, c'est une exonération des droits de douane. C'est Donc, ça. j'ai payé des tarifs supplémentaires. Évidemment, ça ne couvrira pas les droits de douane réguliers. Ça va couvrir les surtaxes. Et donc, si on est une entreprise manufacturière dans une industrie critique, que notre positionnement fait en sorte que ça ne nous rend pas compétitifs, ces nouveaux tarifs, etc., le gouvernement est ouvert à exonérer les droits de douane. Il peut le faire proactivement ou rétroactivement. On avait aussi vu ça récemment avec quelqu'un justement qui faisait la distribution de produits automobiles qui importait des États-Unis. Donc, en tout cas, ça peut se faire dans différents milieux. J'ai une question pour CanExport que je peux répondre qui est je développe une application d'intelligence artificielle, on veut la commercialiser aux États-Unis. Est-ce que je pourrais être admissible au programme CanExport PME? La réponse est oui pour tout ce qui est dépenses, mettons foire, exposition, travel, etc. On a plusieurs entreprises technologiques qui ont reçu CanExport de cette année, des applications, des SaaS. Ouais. Exact. Puis ça aurait aussi du potentiel à différents programmes au provincial. Là. Si j'avance, ça, c'est un programme que tu voulais qu'on parle. Vas-y, je te laisse le Oui, présenter. Initiative régionale pour l'innovation dans la construction résidentielle, encore un programme fédéral qui est géré par les agences régionales de développement économique. C'est un programme qui vient offrir là, du financement remboursable sans intérêt jusqu'à 50% des projets pour les entreprises qui sont dans la chaîne d'approvisionnement du résidentiel, modulaire, multilogement. Donc, par exemple, des maisons préfabriquées ou soit des entreprises qui font des maisons préfabriquées ou qui en sont dans la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, je fais des fermes de toit, je fais des fenêtres, etc. Il y a moyen pour investir en compétitivité ou même en développement de nouvelles technologies. Là, il y a vraiment les c'est deux pas par rapport volets. juste à la construction. Non. Là. Oui, OK. En fait, c'est vraiment, on veut rendre ce secteur-là plus compétitif. OK. Donc, productivité et propriété intellectuelle. Le gouvernement du Canada est quand même constant dans sa manière de voir la compétitivité. J'ai vraiment de la misère à parler, ça va bien. Et donc, c'est un financement quand même jusqu'à 50% des dépenses, remboursable, oui, mais sans intérêt, 2 ans de moratoire, 5 ans de remboursement. Intéressant. Non, parfait, non, c'est bon, ça répond à ma prochaine question. Et puis là, on s'en va sur les super déductions.
On s'en va plus sur le RSDA, puisque les super déductions, réellement, on n'a pas encore toute l'information. On va en avoir de plus en plus, là, mais si je ne me trompe pas, on n'a pas encore le programme concret. Non, effectivement, il n'y a pas de fiche explicative là, spécifiquement sur la super déduction. On nous l'a annoncé. On nous a dit tu pourras amortir en 1 an ta dépense, mais on ne nous a pas spécifié exactement quelle dépense. Exact. Mais ça, c'est justement dans les infos qu'on va avoir au fil des prochaines semaines, prochains mois. Mais ce qu'on entend, le mot super déduction, je n'ai jamais entendu ça. Donc, j'ai déjà entendu parler de déduction. Donc, ce qu'on peut imaginer ou assumer, c'est que ça va être mieux qu'une déduction. Sinon, je ne comprendrais pas ce qui est super là-dedans. Puis ça va justement couvrir beaucoup d'investissements en productivité. Donc, je pense que ce qui est important de se rappeler de ce budget-là, c'est que c'est des investissements en compétitivité, en productivité, puis en diversification de marché. Il y a vraiment beaucoup de ça. Puis en recherche et développement. Puis en recherche et développement, protection de la pays. Exact. On est vraiment ça, là. c'est que l'agrandissement de la définition d'investissement vient beaucoup changer. Oui, là-dedans. puis tu sais, tout ce qui est technologie propre, on l'a un peu mis de côté. Les gens qui s'attendaient à ce que Mark Carney, parce que son cheval de bataille a beaucoup été l'économie propre, que ce soit un budget vert, on n'est pas là. On est vraiment là dans... Les sections qui décrivent le volet vert du budget sont très courtes, normalement. On enlève la taxe carbone et on garde les crédits d'impôt pour les technologies propres. C'est à peu près ça, la section verte. Est-ce que pour RSDA, on peut mentionner aussi qu'est-ce qui se passe avec le pari? Oui. Des questions à propos de ça. C'est pour ça que je pose la question. OK. Avec le pari, je pense pas qu'il y a eu de changement annoncé à date. J'ai rien vu de spécifique. On a des demandes en cours, on devrait s'attendre à ce qu'il Il ne devrait pas avoir de changement. Il n'y a pas de coupure, en tout cas. Non. Le RSDA, par exemple, il a énormément changé. Donc là, la slide qu'on a actuellement, c'est tout bon, mais 3 informations qu'il faudrait ajouter, c'est justement que le nombre de dépenses admissibles a augmenté, qui était présentement de 4,5 millions, qui va monter jusqu'à 6 millions. Ouais, ce qui représente environ un crédit de 2,4 millions. Exact. Puis, justement, on va inclure les investissements en capital, qui est un gros morceau. Oui, donc j'achète par exemple une machine pour faire de l'analyse. Exactement. Et bien à ce moment-là, je ne pouvais pas réclamer de crédit d'impôt dessus. Là, je vais pouvoir. Je peux aussi, d'ailleurs, dans le nouveau CRIC, qui est le RSDA québécois, donc il va y avoir la possibilité d'aller chercher le crédit d'impôt des deux côtés là, sur ces nouveaux investissements capital. C'est là que c'est intéressant, justement, quand on a une compréhension de tout l'écosystème, on a une Florence qui nous parle, en gros, c'est ça que je veux dire. Là. On a une Florence qui nous coordonne tout ça. Elle va dire, ben là, fais le RSDA. Après ça, fais le CRIC. Là, après ça, tu as aussi l'IRRT que tu pourrais faire. Puis tu as tel autre programme pour les technologies propres parce que ça va te sauver des GES. Puis tu as ci, puis tu as ci, puis tu as ça. Si tu manques de liquidité, il y a Investissement Québec peut te prêter de l'argent, peut t'avancer l'argent pour tes crédits d'impôt. Puis il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. J'ai une question par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des prêts sans intérêt qui ont été annoncés ou qu'on pense qu'ils vont... 500 millions avec la BDC ou il y a des programmes avec la BDC, il y a des programmes en investissement en productivité. Réponse tarifaire, c'est pas un prêt, c'est une subvention. Okay. Mais oui, il y a des prêts sans intérêt là, dans divers secteurs de l'économie. Donc oui, RSDA, vraiment une belle bonification ici. Après ça, j'imagine, les gens vont se demander un peu par où est-ce qu'on commence. Là. Donc, Francis, veux-tu nous amener un peu là ou tu veux qu'on réponde à plus de questions en premier? OK. Je vais vous donner des secteurs. Dites-moi, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou qui a été mentionné avec le budget? Agriculture. Oui, agri-stabilité, ça reste, donc ça s'est même bonifié. Donc on peut réclamer, en fait c'est 90% de couverture plutôt que 80%. Agri-marketing, je pense que c'est 75 millions qui a été annoncé. Donc oui, agriculture, on a des investissements. Puis justement, c'est dans le 5 milliards qu'on n'a pas encore la réponse, qui était pour les investissements dans les secteurs stratégiques. Ça, justement, on peut imaginer, en tout cas c'est dur à dire, on ne sait pas exactement, mais on peut imaginer qu'agriculture va être inclus là-dedans, des fonds pour la gestion de l'offre puis des affaires du genre. Agriculture est là, foresterie est là, minéraux critiques est là, construction est là. On a un peu packagé tout parce qu'on manquait de diapositives, là, mais il y a beaucoup de secteurs là, qui sont là-dedans. Parfait. Construction? Oui, bien sûr. Oui, OK. Technologie, là, on parle, mettons, développement logiciel, intégration de l'IA, même de la télécommunication. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques par rapport à ça? Dès qu'on a de l'incertitude technologique, il y a toujours la RSDE. Si on veut, pour du sectoriel, beaucoup intelligence artificielle, technologie quantique, ça, effectivement, il y a du soutien disponible. Puis protection de l'API, ça va être beaucoup plus facile que ça l'était. Merveilleux. Il y a beaucoup de questions au niveau de hey, moi, je travaille avec des entreprises, j'offre un service XY, je pense qu'ils pourraient bénéficier de subventions. Définitivement, attendez notre courriel, on va vous envoyer nos informations si vous souhaitez qu'on aide vos clients à soit subventionner vos propres services, là, dépendamment quels sont-ils évidemment, ou qu'on travaille avec vos clients pour aller leur chercher plus de fonds. Ça nous fera plaisir de le faire. On le fait avec beaucoup d'instances déjà. Fait que ça, je vais l'éclore pour ça. Prochaines étapes. Bon, prochaines étapes. Parce que là, j'ai beaucoup de questions sur c'est quoi les ressources, comment est-ce que je peux travailler avec vous, tout ça. Fait que je pense que ça aligne bien sur cette dernière diapositive qui est là. Comme j'ai dit un peu plus tôt au départ, on a 2
manière de travailler puis de permettre aux entreprises de sécuriser les fonds gouvernementaux. On a la plateforme qui est un outil que vous allez utiliser par vous-même, faire vos propres recherches, mais évidemment en utilisant nos outils à nous, qui sont évidemment expert grade. Donc, toute la connaissance, puis l'expertise, puis la donnée qu'on a accumulée, on est capable de créer des outils qui sont très, très, je pense, différenciateurs de seulement aller sur le site du gouvernement, de regarder la documentation qui est un peu obsolète ou un peu décousue sur certains égards. Et là, tu peux voir, mettons, quel type d'entreprise a gagné cette subvention-là. Est-ce que je ressemble à cette entreprise-là? C'est quoi les montants qui ont été donnés? Il y a beaucoup, beaucoup de travail qui a été fait autour de ça. Mais le gros service qu'on fait, si on veut parler avec Vincent ou avec Florence, c'est vraiment le deuxième niveau qui est l'accompagnement 360, parce qu'on vient faire un service clé en main. On s'occupe de tout. Évidemment, on travaille avec des entreprises qui ont des défis ou un potentiel de subvention plus élevé sur le côté droit sur l'accompagnement 360 parce qu'on veut s'assurer que si on met des heures humaines là-dedans et que ça soit intéressant pour l'entreprise, évidemment, le coût est plus élevé pour ça, puis c'est un coût qui est personnalisé en fonction du potentiel. Après le webinaire, vous allez recevoir le lien pour les deux. La plateforme, c'est super simple, c'est sur le site, vous pouvez y accéder. L'accompagnement, si vous voulez un appel avec nous, je vous dirais attendez le courriel parce qu'on va être capable de contextualiser le fait que vous avez été ici. C'est comme tu as dit, dans le sens, surtout pour l'accompagnement 360, on veut s'assurer qu'il y ait des subventions disponibles sur les projets prévus de l'entreprise. Donc, si vous vous demandez la question, est-ce qu'il y a des subventions pour moi? Ben, si vous parlez à quelqu'un de l'équipe Hello Darwin, la première étape, c'est de faire une rencontre exploratoire, de parler de vos projets, parler du profil de l'entreprise, quelle industrie dans laquelle vous êtes, pour avoir un peu un portrait global de c'est quoi les subventions disponibles avant qu'on approfondisse là-dedans. Donc, c'est peut-être la meilleure façon de s'y prendre, c'est d'attendre ce courriel-là. Sinon, effectivement, sur la plateforme Hello Darwin, il y a les 3500 subventions, il y a toutes les données d'acceptation, il y a même notre outil AI qui est disponible. C'est une bonne façon aussi de commencer. Donc, il y a les deux. Quelque chose aussi que je veux spécifier, c'est... on a une expertise avec les entreprises privées en service conseil à l'heure actuelle. On fait aussi des coopératives, tout ça, mais tout ce qui est OSBL, on recommande vraiment d'utiliser la plateforme, que ce soit en mode gratuit ou en mode fonction avancée qui a un paiement, une licence mensuelle à payer pour ça. La raison est simple, c'est qu'on n'a pas encore développé notre expertise en service conseil pour ça, mais toute l'intelligence d'affaires, toute la même plateforme, les mêmes données sont là sur la plateforme. D'ailleurs, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier au niveau du budget à propos des OBNL qui ont été... au niveau de tout ce qui est soutien communautaire, moi, ce que je vois beaucoup, c'est un peu du maintien actif, là, Femmes et Égalité des genres Canada qui garde son financement. Donc, les programmes sociaux devraient rester. Il n'y a pas nécessairement de grosses bonifications. Parfait. C'est un peu ça que je vois. Il y a beaucoup les OSBL qu'on accompagne dans l'accompagnement 360, c'est souvent dans l'économie sociale. Ouais. Puis eux autres vont souvent être éligibles aussi aux programmes pour entreprises. Donc, ça va des fois, ça va être éligible pour eux autres, ça serait éligible. Ouais. Bon, malheureusement, on manque de temps, mais il y a encore un peu plus que 400 personnes qui sont sur l'appel. On passe l'après-midi ensemble, tout le monde? Ben, tu sais, je sais pas. Mais tu sais, je pense qu'on peut... Vous savez quoi? Je vais vous défiler des choses, puis on va voir votre niveau d'expertise. Vous me répondez à blanc comme ça. C'est bon. OK. Quel est le programme que vous avez mentionné qui ferme le 14 novembre pour l'achat d'équipements spécialisés? Je pense pas qu'on a parlé d'un programme qui ferme le 14 novembre. On a parlé d'un qui fermait le 4 novembre. Oui, l'IRRT qui avait fermé le 4 novembre. Ouais. Sûrement ça. Il va revenir cet hiver. Puis là, justement, celui-là, il va revenir en janvier pour 1 million en subvention pour les achats d'équipements. Donc, écrivez-nous. Par exemple, ce programme-là est déjà fermé dans tous les cas. Mais il va rouvrir très bientôt, donc parlons-nous. Il ouvrit, oui, parfait, en début 2026. Parfait. OK, on a parlé de ça. Subvention pour les OBNL, en développement culturel, artistique. Est-ce que, mettons, exportation créative... Il y a de l'argent en culture. C'est vraiment pas immense. Là. On nous annonce des bonifications en culture, mais la réalité, c'est que c'est des bonifications qui couvrent à peine l'inflation. Ouais. Donc, il va y avoir des programmes, oui. Les programmes fédéraux existent encore, pas des immenses enveloppes. Je pense qu'on a vu de quoi par rapport au crédit d'impôt sur les médias, la création de médias. Il me semble que ça, il va continuer à en avoir. Je vais être honnête, la section culture, j'ai c'est ça. pas passé autant de temps. Ça, justement, il faudrait qu'on regarde ça, là, mais je sais que pour la création de médias, autant jeux vidéo que contenu créatif, tout ça, il allait avoir des crédits d'impôt. D'ailleurs, on a des spécialistes en culture dans notre équipe de service conseil, donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, on vous mettra en contact. Exactement. Ouais, définitivement. Bon, merci pour cette brillante présentation. Bravo tout le monde. Encore une fois, les OBNL, je vous dirais, allez sur l'application ou contactez-nous pour des besoins particuliers. OK, les entreprises dans tout ce qui est la santé,
très large, là, fait que c'est physio, ergo, soins médicaux. Est-ce qu'il y a des enveloppes qui sont prévues aussi pour des entreprises, mettons, autochtones? Si oui, ça serait dans quel secteur? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mentionnées avec ça? Il y a des fonds autochtones, il y a des fonds pour l'infrastructure, il y a des fonds en culture. Dans le fond, en fait, pas mal tous les programmes, généralement, il y a toujours un volet. Un volet autochtone, qui existe. Oui, absolument. Fait que c'est comme un peu inclus sur tout. CDAE, CDAE, on est au Québec. Ouais, c'est provincial, donc pas de changement. Pas de changement. Parfait. Fait que ça c'est bon, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a quelque chose... OK, musique, culture, ça, on en a parlé, ça, c'est bon. Communication, est-ce qu'on l'inclut dans culture? Je l'inclurais là-dedans aussi. Là, ouais. Parfait. Êtes-vous au fait du renouvellement du FIAS et FIAL ou autres programmes accessibles aux MRC ou municipalités? Il faudrait que j'aille l'acronyme complet. Ouais. Des fois, on se perd un peu avec les acronymes. Mais justement, il y a eu une section qui parlait des investissements en région. Donc ça va être un focus gouvernemental, mais c'est pas aucun programme qui a été annoncé encore à ce stade-ci. La réalité, c'est que ça va souvent être fait à travers les transferts provinciaux qui est fait dans ce budget fédéral-là. Donc on va sûrement en apprendre plus justement dans les prochains mois. Mais il y a des transferts provinciaux qui, je crois, sont tagués là, pour les municipalités. Oui, ils le sont. Ouais. Mais bon, après ça, nous sommes au Québec. Généralement, un transfert provincial du fédéral au Québec, le Québec décide ce qu'il en fait. Là. C'est ça, exact. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on va avoir un petit décalage avant d'avoir les nouvelles là-dessus. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été identifiées pour des entreprises ou des organisations qui sont gérées par des gens issus de la diversité en général? En fait, dans tous les programmes fédéraux, il y a toujours une divulgation volontaire où est-ce qu'on peut identifier si on fait partie de... Puis là, il y a une liste d'une douzaine là, de communautés différentes. Puis généralement, ça va être pour des fins statistiques, mais aussi pour des fins de priorisation. Donc, il y a pas... il peut y avoir ponctuellement là, des programmes spécifiques, mais généralement, ça va être... On fait la divulgation volontaire dans un programme régulier, puis on a des chances là, d'être priorisé. Ouais. Parfait. Je sais qu'Essor est provincial, mais avez-vous un statut sur cette subvention? Est-ce qu'on pense que ça va revenir ces week-ends? C'est quelqu'un qui tente sa chance? Là, dans... Pas fermé encore. C'est encore le temps. Parfait. Get it while it's hot. Ça, c'est actuel. Mais ce serait comme, faites-le rapidement parce que ça fait 6 mois qu'elle est ouverte, puis la dernière fois, elle a fait en 3 mois, fait que c'est surprenant. C'est ça. Parfait. Fait que Laurence Perez, on vous invite à vous dépêcher pour ça, que ce soit sur l'application ou avec notre équipe. Comment prendre rendez-vous avec vous, s'il vous plaît? Après le webinaire, vous allez avoir tous nos liens, sinon hellodarwin.com. Quelle est la différence entre la version gratuite et payante de votre plateforme? Très simple, gratuite, ça vous donne un accès limité aux fonctionnalités. Vous pouvez faire des recherches de subventions. Vous allez seulement voir le top 5 des subventions qui sont éligibles ou qui sont les plus pertinentes, mais vous ne verrez pas les programmes qui sont les plus nichés pour vous. Il y a des informations sur les programmes, comme par exemple, quand je parlais tantôt de voir les acceptations qui ont été données pour un programme XY. C'est pas disponible sur la version gratuite. Vous pouvez parler avec notre assistant IA qui est extrêmement bien entraîné, du moins sur le concept de subvention, sur les programmes, sur les données d'entreprise, mais c'est limité à, je crois, 3 discussions que tu peux avoir avec lui, qui reset à chaque mois. Fait qu'il y a des gens qui restent sur le gratuit puis qui vont une fois par mois, qui font ces choses-là. Ils peuvent souscrire à un digest, là, qui est comme un résumé des nouveaux programmes qui leur ont été assignés. Puis la version payante, ben là, j'ai des alertes qui sont spécifiques. J'ai aucune limite sur les fonctionnalités. Fait qu'en recherche, quelles informations je peux voir sur les programmes, le nombre de discussions que je peux avoir avec l'assistant. Fait que c'est un peu ça les grandes différences. Puis je vous dirais, si vous avez des questions sur est-ce que ça devrait être la plateforme, le gratuit, la plateforme payante ou le service conseil, ça vaut la peine de parler à notre équipe de vente en général. Je travaille pour Dell et je me demande comment aller chercher des différentes subventions via votre application. Je connais pas l'application, j'aimerais mieux comprendre, sinon travailler avec vous. On a des vidéos sur notre site. Pour le Dell, qui a dit? DEL, qui est, je crois, à Longueuil. Ouais. Je pense qu'on a des gens qui parlent déjà à l'équipe du Dell, mais certainement écrivez à notre équipe. C'est souvent des gestionnaires de compte comme Florence qui aiment vous parler parce qu'elle a peut-être un ou plusieurs clients. Il y a une manière de développer des partenariats Longueuil. parce que veut pas, on travaille ensemble. Il y a Dell offre des programmes de subvention, puis il y a moyen de collaborer. Là. Ouais. Oui. C'est là, justement, je pense qu'une des forces d'Hello Darwin, c'est autant d'être au courant technologiquement avec l'application, tu sais quoi, une nouvelle subvention, mais surtout avec les partenaires gouvernementaux qu'on a. Puis le programme de l'IRRT qui ouvrait le 10 octobre, nous, c'était, je pense, en fin septembre, qu'avec les conférences de presse, on comprenait qu'il y avait quelque chose qui arrivait. Puis, il y a aussi tout un travail. On a des équipes de veille, on a des éques qui sont abonnées à toutes les newsletters, à tous les services d'infopresse pour recevoir les communiqués. Fait que, généralement, quand les programmes arrivent, on le sait la journée même. Fait que c'est sûr que si vous êtes client chez nous, généralement, les délais sont pas longs. Là. La proximité est plus facile. Juste résumer, donc la version payante et l'accompagnement, c'est 2 services différents. La réponse est oui, c'est pour le même but, donc c'est pour trouver
des subventions, mais ça se fait de 2 manières différentes, effectivement. OK, j'en ai 2 des industries pour vous. Tourisme. Est-ce qu'il y a des choses? As-tu des mentions pour ça? Je vais prendre la question. moins On va y répondre. En tout cas, souvent, en tout cas, ce qu'on voit au Québec, c'est beaucoup de programmes provinciaux. Ouais. Puis ça, c'est des programmes qui vont ouvrir souvent à partir de février-mars. Donc là, en ce moment, on n'a pas l'information exactement, mais tu sais, le EPR-TNT, le FSDOT, le MT-Lab aussi. Le MT-Lab a réouvert, je pense qu'il a peut-être fermé. Là. Oui, mais donc, il y a le PADAT qui est ouvert aussi. Exact, le PADAT. Donc, il y a beaucoup de choses au provincial. C'est plus au provincial, effectivement. Puis ça va aussi dépendre de la région, du type de tourisme. Est-ce que c'est de l'hôtellerie? En tout cas, il y a différents types. Donc, peut-être parler à des experts pour savoir. Parfait. Transport de marchandises ou transport en général? Oui, absolument. Ben, tu sais, il y avait le programme au fédéral en juillet qui était pour la modernisation des flottes de véhicules. Tout ça, c'est, je pense, 5 à 10 millions en demande sur les années à venir. C'est des programmes qu'on s'attend à ce qu'ils réouvrent. Là, on n'a pas encore les informations concrètes, mais c'est dans ces secteurs stratégiques-là qu'on s'attend à ce qu'ils soient ciblés, surtout pour les transport de corridors marchandises, on parle de corridors. commerciaux. Exactement. Oui, non, on est bien alignés. On s'est bien écouté. Agence marketing ou firme de service en général? Oui, mais c'est plus dans le développement technologique si ça fonctionnerait. Parce que là, justement, on Ou revient plus au développement de marché. technologique. Oui, Hors Canada. exact. C'est moins pour le statu quo. C'est plus pour développer soit une nouvelle technologie ou développer un nouveau marché. Développer un nouveau service ou un nouveau marché. C'est pas pour des coopérants. Exact. Je comprends. Parfait. Détaillant. Oui, encore là, c'est plus dépendant de c'est quoi qu'ils font. Si on est juste un brick and mortar qui n'a pas nécessairement de rénovation à faire ni de transformation numérique, c'est plus difficile. On travaille avec beaucoup de réseaux de détaillants qu'il y a des rénovations à faire à gauche, à droite, dans différents milieux. Puis là, on voit qu'il y a une subvention aux Îles-de-la-Madeleine. Il y en a un autre. Ben, c'est ça, on est beaucoup, en fait, dans du local, là. Au niveau de la MRC, au niveau de la ville, lorsqu'on arrive dans des subventions pour des détaillants des commerces. Puis sans nommer des brands ou quoi que ce soit, mais il y en a beaucoup qu'on accompagne même sur la ville de Montréal, que c'est dans les programmes de rénovation Montréal ou d'artères touchées par les rénovations. Quand on a des belles rues qui sont rénovées pendant 2 ans Des fois, ils sont dans des communautés rurales. Le gouvernement Aussi, du il y a les Québec deux va aspects, aider Fonds exact. Région Ruralité, mais généralement, on est beaucoup plus dans le local là, que dans le fédéral pour cette Certainement. Parlant de local, est-ce que les activités au Canada, fait que maintenant je m'en vais dans une autre province, une autre ville, etc., il y a quelque chose pour ça ou c'est vraiment hors En ce moment, le développement de marché intérieur dans le budget canadien n'est pas particulièrement traité. Par contre, au Québec, PSCE, on considère que tout ce qui est à l'extérieur du Québec va être de l'exportation. Donc, oui, ça... Mais même, plus ouais. on parlait d'elle tantôt, mais je sais qu'il y a un programme pour couvrir des services conseils, puis je sais que des études de marché rentrent là-dedans, de la stratégie marketing rentre là-dedans. Donc, en effet, ça va plus venir du Québec, soit local dans les régions ou du provincial. Cela dit, si on est en réponse aux tarifs, le développement de marché intérieur, là, va fonctionner avec l'IRRT. Absolument. Donc, il y a beaucoup de si et si. Généralement, quand les gens me posent des questions, ma première... Ben, la réponse commence par « ça dépend ». Là, il y a des questions qui viennent. Hein. Honnêtement, on a des tripeux sur l'appel en ce moment parce que ça continue d'arriver. Rachat d'entreprise. Ça peut. Beaucoup plus des prêts que des subventions, mais il peut y en avoir. Ouais, ben rachat, ça dépend, mais là, parce que IRRT, je sais qu'on l'a fait pour couvrir une acquisition d'entreprise. Parce que c'était justement acquérir une expertise qu'eux n'avaient pas. Il faut être capable pour... de le lier avec une augmentation de la productivité. Il y a une manière de le twister. C'est ça, exact. C'est comme c'est un cas isolé. L'IRRT, c'est un cas isolé, on va se le dire. Okay. En général, là, traditionnellement, on va parler des prêts de la BDC d'Investissement Québec. Puis sinon, c'est plus des soutiens financiers pour ce qui entoure le rachat. Donc, tu sais, les due diligence, les frais juridiques, les frais légaux, tout ça, ou même la réoptimisation peut-être de toute les achats d'équipements, il y a toujours des beaux crédits d'impôt. J'adore mes C3I. Quelqu'un qui nous mentionne qu'on a parlé d'une enveloppe pour la souveraineté du calcul en IA. Oui, c'est une enveloppe qui a été... C'est vrai, vas-y. On en parlait avant, puis j'étais comme, faut qu'on en parle plus, puis on a oublié d'en parler. Je m'excuse. C'est surtout, tu sais, il y avait un programme qui était actif justement en juillet. C'est pas mal la réactivation de ça qu'ils vont faire, ou qu'ils ont annoncé. Là. C'est le fonds d'accès au calcul de l'IA, où est-ce que ça va justement couvrir les dépenses de serveurs associées à des dépenses de calcul d'IA. Donc justement, là, tu sais, toutes les AWS de ce monde. Ça permettait de couvrir, je pense, 2 années de dépenses futures. Donc là, ce qu'on comprend avec ce programme-là, je pense que c'est 1 milliard qui avait été annoncé, peut-être plus que ça là, pour cet investissement-là, pour refinancer ces programmes de subvention-là. Donc, ça va réouvrir éventuellement. Attendez-vous que ça va revenir. Parfait. Sécurité alimentaire, on dirait que j'ai de la difficulté à comprendre. Généralement, quand on est dans la sécurité alimentaire, on parle beaucoup plus du côté OBNL, donc on va être au niveau services sociaux. Comme j'ai dit, c'est beaucoup du maintien. Là, mais quoi, tantôt, quand à moins qu'on parle de c'est ça, accès, comme Fonds Région Ruralité, là, c'est beaucoup plus Québec. Exact. On pensait exactement la même chose. Il y a un programme en Fonds Région Ruralité, lui, c'est commerce de proximité.
c'est pour aider justement l'accès alimentaire dans des régions pour subventionner des magasins alimentaires, tout ça. Donc, il y a différents... C'est provincial. C'est ça, exact. Donc, Et c'est ouvert. c'est ouvert. Parfait. Est-ce que, industrie du cannabis, est-ce qu'il y a des mentions? Généralement, quand on est dans tout ce qui est industrie du cannabis, du tabac, du jeu, les subventions ne suivent pas. Parfait. OK, mon entreprise fait de l'agriculture de précision via l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a des subventions dans le secteur? On a dit oui. Je veux dire, tu me dis agriculture, tu me dis intelligence artificielle. Ouais. J'assume qu'il y a de la production aussi là-dedans. Il y a définitivement des choses. Des beaux buzzwords. Ça vaut la peine. Oui, c'est des beaux buzzwords. Genre, je te veux dans mon book. Florence, Vincent, on a réussi. Il n'y a plus d'autres questions, du moins pour l'instant. Il reste plus de 250 personnes. Ah, quand je dis ça, il y en a 3 nouvelles. OK, merci à tout le monde d'avoir été là. On va rendre la conférence disponible pour les retardataires. On fait une vidéo YouTube. Vous allez recevoir le recap par courriel également. Parler à l'équipe aussi, je pense. Je voulais simplement vous mentionner que c'est vraiment rassurant de voir un service québécois pour naviguer dans la maison des fous. L'univers des subventions. Bravo. Merci beaucoup, Philippe. Le laisser-passer A34, il est difficile à aller chercher, mais on est capable. All right. Fait que, ça conclut la séance d'aujourd'hui. Merci tout le monde d'avoir été là. Puis à la prochaine. Merci. Merci.